Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'ESCA est en sortie, et pas n'importe lesquelles. Une sortie en entreprise. Les étudiants de l'AESK viennent à la rencontre de l'aîné Pierre-Joseph Kingbo, SK 1988, directeur de la recherche auprès de la fondation Barca, ici à Abidjan. Sans plus tarder, allons à sa rencontre. Suivez-moi. Bonsoir aîné, j'espère que tu vas bien. Oui, bienvenue à Merci. Barca. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, je suis Pierre-Joseph Kimbo, je suis SK 1988 et actuellement je suis Director of Research and Outreach at Barca Fund. Barca Fund est un fonds d'équité américain qui opère à Abidjan. Merci. Aîné, la raison de notre rencontre aujourd'hui est que nous avons envie d'apprendre un peu plus auprès de nos devanciers et nous avons décidé aujourd'hui de venir à ta rencontre, à ton travail, pour te poser quelques questions sur ton parcours, ta vie professionnelle et aussi ta vision de l'ESCA de manière globale. On aura donc 5 questions pour balayer un peu tous ces backgrounds. Donc la première question va porter sur le premier aspect qu'on voulait aborder avec toi, c'est-à-dire ton parcours et l'importance de l'ESCA dans ce dernier. La question étant la suivante: quel rôle ta formation à l'ESCA a-t-elle joué dans la construction de ton parcours professionnel jusqu'à tes fonctions actuellement à Barca Fund? Je dirais que plus que la formation, c'est l'esprit SK. L'esprit qu'on forge à l'ESCA, qui nous donne une audace naturelle, et qui nous apprend à oser et à toujours vouloir apprendre, à développer une curiosité, je dirais presque maladive. C'est vraiment l'esprit SK qui m'a forgé. Donc, si on pourrait récapituler un peu pour nos spectateurs, l'ESCA, c'est pas juste une formation, c'est aussi tout un esprit, un état d'âme qu'on essaie d'inculquer en fait à ses étudiants. Oui, et à travers l'esprit SK, on développe beaucoup de capacités de résilience. On apprend de nos échecs et donc ça nous permet de toujours aller plus loin. Merci pour cette réponse. On va donc aborder la deuxième question qui parle un peu plus de ton expérience professionnelle cette fois. Et ici, on voulait savoir en fait, avec ton expérience, entre de nombreuses organisations comme la GGGI et Barca Fund, quels ont été les moments clés qui ont vraiment orienté ta carrière vers la finance climatique et le développement durable? Alors, au cours de mon parcours, j'ai eu à travailler pour la Banque mondiale au siège à Washington DC. Et pour ceux qui connaissent Washington DC et le siège de la Banque mondiale, en face se trouve le siège du Fonds monétaire international. Et donc, on a les mêmes cafétérias et à midi, on se rencontre entre collègues du Fonds monétaire international et collègues de la Banque mondiale. Et on avait, il y a 15-20 ans, des discussions. Et à cette époque, les macroéconomistes du Fonds monétaire pensaient que le risque climatique n'était pas un risque dont il fallait se préoccuper. Ils disaient que de toute façon, ce risque est couvert par les assurances. Et donc, ça date de cette époque, mon intérêt pour tout ce qui est finance climatique. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on sait que le risque climatique est assez sous-estimé par les banques et les établissements financiers. Et le risque climatique peut devenir un risque systémique. Et donc, à l'heure actuelle, les banques centrales s'intéressent au risque climatique ainsi que toutes les institutions financières sérieuses. Donc, un risque qui était autrefois négligé Oui. devient un peu la pierre d'angle, si on peut utiliser cette expression. Et sur cette question, j'aimerais rebondir et puis te poser une question un peu plus en rapport avec le cadre africain et plus le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as l'impression aussi que le risque climatique, justement, que tu as déjà abordé, est assez négligé au niveau même des populations, pour autant dire même en fait les édifices financiers?
Oui, en Côte d'Ivoire, j'ai parlé avec des collègues de la Banque centrale et de la commission bancaire et ils m'ont dit qu'ils sont encore au tableau noir ou au stade de la réflexion, mais c'est un risque qui est préoccupant parce que en Côte d'Ivoire et en Afrique d'une manière générale, les actifs détenus par les institutions financières ne sont pas forcément assurés à 100%. Et il faut savoir aussi que les assurances ont tendance à ne plus vouloir assurer les actifs qui sont soumis trop fréquemment à des dommages et des pertes. Donc le risque climatique peut devenir non assurable parce que les grands groupes d'assurance peuvent refuser de l'assurer. On le voit aux États-Unis, dans certains États comme la Californie ou la Floride. Il est très difficile à l'heure actuelle de faire assurer sa maison. Et si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on a en bordure de lagune les terrains qui ont le plus de valeur, ou alors en bordure de mer. Et paradoxalement, ce sont aussi les terrains les plus exposés à l'érosion et à d'autres risques tels que les risques d'inondation. Et je ne suis pas sûr que tous les terrains de bord de mer ou tous les édifices et les villas en bord de mer, oui, sont assurés et vraiment bien assurés de manière adéquate. D'accord. Merci beaucoup, Aîné, pour ce focus un peu plus local. Oui. Nous allons donc passer au volet responsabilité. On a eu, à travers nos recherches, à découvrir justement que tu travailles dans tout ce qui est consultance financière climatique et tu nous l'as même dit que tu es directeur de recherche. On aimerait savoir de manière un peu plus globale, quelles sont tes responsabilités au quotidien, au travail? Bon, en fait, pour faire le lien entre les activités de consultant en finance climat et Barcafond, pour la petite histoire, c'est que je travaillais déjà pour le GGGI, Global Growth Institute, l'Institut mondial de la croissance verte, Global Green Growth Institute. Et pendant que je travaillais au GGGI, j'ai reçu une offre de Barcafond qui s'installait à Abidjan. Et donc j'ai dit à Barcafond que je travaillais déjà pour le GGGI et que je serais disponible peut-être après la fin de ma mission. Et bon, Barcafond, ce sont des Américains et ils sont en général très flexibles. Et Barcafond m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne travaillerais pas pour GGGI et en même temps pour Barcafond? Et donc, la managing partner de Barcafond m'a dit, si tu veux, je peux aménager tes horaires de travail et tu pourras toujours consacrer 2 jours par semaine au GGGI et terminer ta mission là-bas. Et puis, tu peux embarquer avec Barca. Je veux que tu sois là au début de l'installation de Barca à Abidjan. Et donc, c'est ainsi que je me suis retrouvé à être à la fois un travailleur de Barca et à la fois un consultant du GGGI. Et donc voilà. Donc je dirais qu'il y a eu l'ouverture d'esprit du leadership de Barcafond qui a autorisé cela, qui a permis cela. Et eux, ils ont perçu cela plus comme un atout que comme un problème. Et peut-être que le fait que je connaissais le GGGI aussi a permis de nouer des partenariats
fort entre les deux institutions. Donc ça montre Oui, une fois de oui. plus, j'aimerais revenir un peu sur le cas Oui. de l'ESCA, Oui, la première réponse que vous nous avez donnée. oui, Justement que la force d'adaptabilité oui, de l'ESCA, en fait, oui. s'est montrée à ce moment clé-là de votre carrière, C'est ça. permettant de pouvoir assurer les deux types de Oui, responsabilités en même temps. oui. Pour la réponse, Voilà. donc on va passer à notre avant-dernière question, qui va ici parler de l'impact de vos missions. On voudrait savoir ici comment est-ce que ton travail a contribué concrètement au développement durable et à la lutte contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Alors, Barcafond est un fonds climatique puisque nous finançons les startups et les PME qui développent des solutions locales aux défis du changement climatique. Et nous avons des tickets par entreprise qui vont de l'ordre de 50 000 $ à 1 million $. Donc, c'est quand même des montants relativement importants pour des toutes petites entreprises et ça leur permet d'accélérer leur croissance. Et donc, nous nous situons dans un segment où il n'y a pas tellement de financement disponible. La plupart des grands fonds ne vont s'intéresser aux PME qui font 8-10 milliards de chiffre d'affaires par an. Et à l'échelle des États-Unis, c'est une PME, 10 milliards de chiffre d'affaires, 10 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, mais ici, c'est déjà des grandes, oui, voilà, une moyenne ou une grande entreprise à notre échelle. Et donc, le segment dans lequel nous nous situons, qui est un segment qui est plus petit, n'est pas très couvert par les fonds d'investissement. Et donc, c'est dans ce segment-là que nous essayons de faire la différence en mettant à la disposition des PME des fonds, oui, pour se développer. C'est très honorable comme mission et on vous remercie déjà pour tout ce que vous faites pour justement développer en fait cette conscience climatique-là au niveau de jeunes générations en Côte d'Ivoire. Et à cet effet, j'aimerais savoir si tu as une anecdote que tu pourrais nous raconter en lien avec ton travail. Bon. Ce que je pourrais raconter comme anecdote, c'est que quand la société américaine Barcafond s'est installée à Abidjan, ils avaient un contrat avec une entreprise de recrutement qui était basée à Londres. Et cette entreprise de recrutement et de recherche de talents se disait spécialisée dans l'Afrique, car ils ont un bureau à Lagos. Et malgré le fait que cette entreprise de recrutement de talents se disait spécialisée dans l'Afrique, on n'arrivait pas à recruter les profils que nous recherchions. Et donc, c'est là que j'ai proposé à la managing partner de Barca de recruter à l'ESCA. Et donc, le tout premier interne stagiaire que nous avons eu comme financial analyst s'appelle Abdourahman Ouattara. Il est ESCA promotion 2023 et il a été très brillant et très performant, à tel point que la managing director m'a dit, bon, à partir de maintenant, il faut que Barcafond ne recrute qu'à l'ESCA. Et par la suite, avec l'école, d'autres profils, toujours au sein de l'SKE, nous ont été proposés. Donc, nous recrutons au sein de l'SKE des SK, des profils HEA, ECS. Mais je voudrais dire que c'est un SK qui a ouvert la porte
au recrutement et qui a fait connaître donc l'ESCA de l'INP-HP et qui a fait rayonner le label ESCA. Il a été très bon pendant son stage et il a été débauché par le GGGI. On applaudit une fois de Oui. plus la force de Oui. frappe de l'ESCA et Oui. surtout on remercie vous, nos chers aînés, qui, par votre travail et surtout de votre impact fort dans nos grandes organisations, nous permettez justement à nous, les cadets, de pouvoir avoir accès à ces opportunités en or. Et je vais donc glisser vers notre dernière question, qui est plus une question de conseil. En tant que cadet, nous venons te voir, cher aîné, pour te demander quel conseil est-ce que tu pourrais nous apporter à nous, étudiants de l'ESCA actuellement, qui souhaitons évoluer vers justement le domaine du conseil climatique et tout simplement de la finance verte. D'accord. Alors je dirais que avant toute chose, la maîtrise de l'anglais est essentielle parce que la plupart des formations en finance climatique qui sont disponibles le sont en anglais. Et la plupart des outils également qu'on utilise sont des outils qui sont déployés en anglais. Et quand on ne maîtrise pas suffisamment l'anglais, ça peut être une barrière pour accéder à plus de formation. Ensuite, après, je dirais que les parcours classiques peuvent constituer un socle solide pour accéder à la finance verte, à la finance climatique. Donc, de passer par un cabinet d'audit ou de conseil, de passer par une banque ou une assurance, ou par un cabinet de stratégie, ce sont de bonnes pistes pour, en fin de compte, atterrir dans une institution spécialisée en finance verte, finance climatique. Et puis, je recommanderais aux ESCA aussi d'essayer de postuler au programme Jeunes Professionnels des grandes banques de développement telles que la BAD, la BOAD, la BIDC. Ces banques de développement ont des programmes jeunes professionnels qui pourraient intéresser les jeunes diplômés ESCA. D'accord, merci beaucoup pour tous ces conseils, aînés. On en prendra grand soin et on saura comment les mettre en place. Et c'est sur ces quelques mots que je vais clore notre entrevue. D'accord. C'était un honneur d'avoir le grand aîné, Pierre-Joseph Kimbo, ESCA 1988, pour cette première édition de nos entrevues avec nos aînés. Merci. Merci aîné, bonne soirée.